Donc je vais laisser à Lionel la charge de conclure et moi je vais ouvrir le feu sur une perspective beaucoup plus large et en vous remerciant d'aller donner la parole à des has-been qui, je l'espère, se voient sur le chemin de la sagesse. Donc on va essayer de voir les relations entre la pollution de l'air et le changement climatique dans la manière de gérer au quotidien, au niveau global, au niveau des territoires, au niveau régional, un peu, ces deux problèmes. Juste là pour illustrer tout ce qui a été dit, mais de façon très schématique, la montée du SO2 dans les 30 glorieuses, hein, c'est le boom de la production d'énergie, donc de la modernisation des sociétés. Ensuite, on s'est aperçu que ces émissions pouvaient avoir des effets négatifs, d'où les premières politiques de dépollution qui ont d'abord été, dans les années 80, qui ont d'abord, avant la loi sur l'air, impacté les industriels et les énergéticiens. Cette diminution, elle n'est pas sans répercussion sur le changement climatique, puisque le SO2 donnait des sulfates, je ne sais pas beaucoup de chimie, mais je sais quand même ça, et que ce sont les sulfates qui permettaient de limiter les impacts de l'effet de serre. Donc c'est en maîtrisant les sulfates, on avait ralenti le changement climatique. Et vous savez que récemment, il y a eu un Anglais ou un Américain, non, qui a montré que le réchauffement récent était lié à un ralentissement du réchauffement lié à la baisse des émissions des navires, de tous les bateaux. Voilà. Et donc il a montré que là, cette année, on avait eu une explosion des effets du changement climatique qui avait été un peu contenue. Bon, donc ça, c'est des questions qui vous montrent les interactions entre l'air et le climat. Il y a eu, dans l'histoire de la pollution de l'air, il y a eu un épisode intéressant qui a été celui des pluies acides, qui justement a montré que la pollution n'était plus une pollution de proximité, qu'on avait des échanges transfrontaliers, et qui a montré aussi que la pollution n'était pas uniquement une pollution industrielle avec du SO2, mais qu'il y avait aussi des effets qui provenaient d'autres polluants comme l'ozone, les oxydes d'azote. Et c'est un peu dans les Vosges, au moment des pluies acides, qu'on a eu une prise de conscience de la pollution automobile, d'où le pot catalytique, d'où le bénéfice pour les villes tout à fait indirect à ce moment-là. Il faut bien voir que la pollution automobile, elle a toujours été plus difficile à cerner parce que la pollution industrielle, on est tributaire de la métrologie. La pollution industrielle, on la mesurait. Je ne peux pas résister à la photo des anciens SF8 que bien peu d'entre vous ont dû manipuler. Mais c'était le standard de mesure de la pollution pendant très longtemps. Hein. Et donc la pollution automobile, elle passait en dessous des radars, on ne la voyait pas. Ça a arrangé beaucoup de monde d'ailleurs, qu'on ne voit pas la pollution automobile, parce que l'automobile c'était le signe de la modernité, ça a été l'expansion de la pollution automobile, des villes, de l'étalement des villes, etc. Et la pollution automobile, on attendait tout des industriels, et donc qui ont triché, comme on vous l'a montré, hein, pour rester dans les normes, parce que justement, ils voulaient, la voiture était encore très demandée, il y avait une demande sociétale de la voiture, surtout, et avec des effets importants dans les villes. Une deuxième étape intéressante, je vais aller vite, mais c'est la révolution des particules. On vous a montré que tout d'un coup, le SO2,
on passe aux particules, et là c'est une explosion de tous les effets sanitaires. Ce qui était des poussières, des vulgaires poussières autrefois, deviennent des particules avec des tailles et des impacts sur le climat aussi, puisque le carbone suie a des effets directs sur l'effet de serre. Et elles proviennent de différentes sources. Il n'empêche que la caractéristique de la pollution atmosphérique, c'est d'être resté branché sur des normes d'exposition, alors que pour le climat, on est très vite passé à des normes d'émission, donc on pouvait identifier davantage les responsabilités, alors que pour la qualité de l'air, les normes d'exposition étaient moins stigmatisantes pour les pollueurs. Bon, après, il y a eu à cette passivité liée aux normes d'exposition, il y a quand même eu des effets sur la responsabilité individuelle à travers la pollution à l'intérieur des locaux et avec les microcapteurs qui se généralisent maintenant justement pour individualiser ces responsabilités. Et puis, justement, il y a une synergie avec le changement climatique, parce que le changement climatique, avec ses impacts beaucoup plus sensibles, montre qu'il ne suffit pas de dépolluer et d'avoir des flux qualitativement de meilleure qualité, hein, mais qu'il faut diminuer ces flux, diminuer les stocks. Et là, il y a toute une synergie qui s'opère aussi. Alors, si je vois rapidement le climat, c'est une histoire beaucoup plus récente, hein, qui a été mise sur l'agenda politique de façon très récente et par des scientifiques. Ce sont les scientifiques qui ont donné l'alerte. Et dès 1950, hein, les climatologues et les climatologues américains signalent qu'il y a des choses qui se passent. Et moi, j'ai vécu, puisque j'ai déjà un certain nombre d'années de climatologie derrière moi, j'ai vraiment vécu le passage de la climatologie du spatial, on faisait des cartes climatiques, à la climatologie diachronique, où tout bougeait dans le temps. Quand j'ai commencé à faire de la climatologie, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une vision diachronique plus importante que la vision spatiale. Donc là, ça a été une révolution dans les travaux que les Américains ont bien montré, d'où la mobilisation des institutions internationales qui ont permis la création du GIEC pour faire un état des lieux, des connaissances, avec une différence dans la genèse des phénomènes avec les phénomènes extrêmes. On a toujours connu des phénomènes extrêmes liés au climat qui, pendant très longtemps, les climatologues faisaient la part des choses et disaient attention, n'affectez pas trop rapidement les phénomènes extrêmes au changement climatique. C'est deux processus un peu différents. Et maintenant, dans le 6e rapport, les climatologues ont vraiment intégré la notion de phénomène extrême, dont ils montrent à la fois la fréquence. Ils ont fait des études d'attribution que vous avez dû voir sur les canicules, etc. Donc il y a maintenant un regroupement avec une question fondamentale derrière, c'est que les phénomènes extrêmes étaient gérés par le système assurantiel et que le système assurantiel, en aucun cas, ne pourra gérer tous les événements liés au changement climatique. Alors j'ai mis le gonflement des argiles parce que si vous avez bien suivi la législation sur les assurances, les assureurs qui voient sécheresse et canicule se multiplier se sont dépêchés de sortir des remboursements d'assurance, le gonflement des argiles et les fissures, sinon le système explose. Donc ça vous montre bien qu'il faut inventer d'autres choses. Voilà. Pour inventer d'autres choses, puisque le changement climatique est global et se situe à l'échelle planétaire, bien sûr, je mentionnais le GIEC, et avec les conférences de Rio, et puis tout le système de la politique onusienne, avec des COP.
là, Lionel vous fera sûrement une petite critique, mais moi je trouve très intéressant cette courbe qui vous montre la montée des émissions de gaz à effet de serre, indépendamment de toutes les COP, de toutes les recommandations qui sont faites. Alors je sais que c'est grossier, je sais que tu vas le dire, c'est vrai que ça masque les pays en voie de développement qui, eux, augmentent, et les pays plus développés qui, eux, baissent, mais c'est quand même une petite satisfaction de montrer que le système onusien ne peut pas faire grand-chose. Tu es un peu fort. Oui, je sais bien, mais au moins, voilà. Alors, là-dessus, on voit que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, et ça a été reconnu par tous les rapports du GIEC, que l'origine du changement climatique est humaine. Ce sont les activités humaines, voilà. Donc, ce qui est rassurant, parce que si ça veut dire que c'est les hommes qui l'ont fait, ça veut dire qu'on peut le maîtriser, on peut faire autre chose. Hein. Donc, c'est plutôt un encouragement à l'action, mais ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre entre la planète et les activités humaines. Alors, moi, j'aime bien, mais on peut aussi en discuter, j'aime bien l'interprétation du politologue Bertrand Badi, qui montre que depuis 1648, le traité de Westphalie, toutes les négociations internationales sont faites par les États, et que ce sont les États qui sont tributaires du consentement de leur population et qui sont seuls habilités à négocier. D'ailleurs, dans les COP, seuls les États peuvent négocier. Il y a des sessions off, avec les villes, les territoires, les ONG, etc. Mais la négociation, c'est les États. Et lui montre que les États ne peuvent être qu'égoïstes, ne peuvent que penser à défendre l'intérêt de leur population, qu'ils sont obligés d'avoir un raisonnement très économique et qu'ils sont finalement très mal placés pour rendre compte de phénomènes, des enjeux qui viennent du changement des modes de vie, du changement des activités. Et là, l'État ne peut guère prôner des modes de vie différents. Électoralement, c'est pas toujours très défendable. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un changement et que ce sont les sociétés civiles, les sociétés en elles-mêmes qui doivent prendre la responsabilité des phénomènes en voyant, je sais pas pourquoi ça passe pas, en voyant que les États, voilà, et c'est la société civile qui souvent d'ailleurs pousse les États. On voit le nombre de procès. Je crois qu'il y a 3000 procès dans le monde contre les États. Avant, c'était des procès qui étaient faits contre Shell et les grandes multinationales. Maintenant, c'est beaucoup contre les États. Donc là, il y a une dialectique entre les individus et l'État qui est intéressante à suivre et qui est un vrai moteur. Ensuite, je vous disais que pollution atmosphérique et changement climatique, donc après avoir deux histoires bien divergentes, en fait, on voit que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors là, j'ai mis, c'est aussi un petit clin d'œil à pollution atmosphérique, puisqu'on est pendant les journées de la qualité de l'air, j'ai mis ce que pollution atmosphérique avait publié au moment de la journée de la qualité de l'air en 1969. Et on voit, quand vous lisez ces articles, on voit que c'est les mêmes slogans, c'est les mêmes choses, que apparemment ça n'a pas beaucoup avancé. Et quand vous regardez la courbe qui est critiquable de l'extension des émissions de GES, quelles que soient les COP, on se dit, bon, ben, climat et pollution de l'air, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas arrivé, alors que la responsabilité est une responsabilité humaine, on n'est pas arrivé à faire le buzz, à faire ce qu'il fallait pour. Donc, c'est qu'il y a des obstacles à surmonter,
Et que parmi les obstacles, j'ai mentionné le poids de la difficile sortie du pétrole, mais il y a surtout, et c'est ça que je voudrais vous montrer, d'ailleurs que vous connaissez bien, même si le contexte a changé, ce que je voudrais vous montrer, c'est le poids des injustices dans la gestion à la fois du climat et de la pollution de l'air. Alors pour le climat, c'est plus facile à montrer parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a des données sur les émissions, donc on voit tout de suite les responsabilités des uns et des autres. Alors dans les obstacles à surmonter et dans les difficultés auxquelles on a pu faire face en France, il y a toute la planification qui rigidifie un certain nombre de choses, qui veut essayer de techniciser l'approche, alors que alors il y a des effets bénéfiques, hein, justement dans la subsidiarité, dans l'apprentissage de la transsectorialité, de la concertation, il y a des effets bénéfiques, mais il y a quand même globalement une incohérence entre l'air et le climat et la dimension fluide, difficile à contenir dans un territoire et dans un périmètre, et la planification qui veut justement essayer de tout mettre dans un modèle. Alors le pompon, je m'en excuse auprès de Francine, c'est quand même le PNSE qui a sectorisé la pollution de l'air, puisque le PNSE a renvoyé vers le prépa tout ce qui concerne l'air ambiant, et comme exemple d'intégration, on fait un peu mieux sur le sujet. Et Lionel n'est pas seul à avoir écrit là-dessus. L'air et le climat sont deux éléments de l'environnement fluides, difficiles à compacter et difficiles à modéliser finalement, parce que même ce que nous a montré Stéphane, c'était une partie de toute la gestion de l'air et du climat, donc on ne peut pas tout faire rentrer dans des modèles mathématiques, parce que justement il y a toute une part du sensible, aussi bien dans le climat, et on l'a vu cet été, il y a une prise de conscience comme l'été dernier de ce que sont les canicules, ou de ce que peuvent représenter les catastrophes contre lesquelles il faut essayer de se prémunir, parce qu'il y a un aspect sensible, on se sent vraiment concerné par ces questions-là, et de fait, on a envie de passer, alors là c'est ce que j'ai mis, du sensible à la technique, hein, de l'olfactométrie à l'odeur, des décibels au bruit, du risque à la qualité de vie, de la pollution à la salubrité, etc. On voit qu'il y a, on ne peut pas, comme on l'avait fait trop souvent, enfermer l'air et le climat dans des données techniques qui seraient des sujets un peu extérieurs à la vie humaine, qu'il y a tout de même une part, et la santé d'ailleurs devrait faire un pont entre tout ça. Donc voilà, si bien que on retrouve dans les villes une complexité de la gouvernance, puisque les villes, elles ont tout à fait la possibilité, elles émettent, alors je me souviens plus, mais 80% des gaz à effet de serre, et donc elles ont une responsabilité certaine dans les gaz à effet de serre et dans la pollution, puisque les injonctions de l'Europe concernent un certain nombre de villes. Donc les villes ont une responsabilité forte. C'est pour ça, les villes concentrent de toute façon le trafic, etc., mais voilà. Le chauffage, c'est l'ensemble d'éléments qui sont... Voilà. Mais elles ont aussi des leviers, parce qu'elles ont la possibilité d'avoir justement une vision intégrée. Les villes, elles peuvent prendre en compte les injustices que je vous exposais tout à l'heure, mais aussi avoir une vision intégrée, air, climat, en dépit des vigilances que Gilles nous a montrées, et de la biodiversité, parce que maintenant, de plus en plus, on voit que climat et biodiversité, c'est le même combat. Et donc, les villes peuvent faire tout cela. Elles ont aussi des outils qui se sont améliorés, des outils administratifs avec la loi MAPTAM qui permet aux agglomérations
de mieux gérer les villes périphériques de l'agglomération. Enfin, il y a des possibilités pour les villes. Donc, elles peuvent avoir un certain nombre d'atouts. Alors, moi, on pourrait lister par les atouts et les problèmes urbains. Ça peut être les transports, ça peut être l'alimentation, ça peut être la nature en ville. Enfin, il y a énormément de choses. Bon, moi, ce qu'il y a, c'est que il y a toujours dans les questions environnementales des tensions. Vous n'avez jamais une bonne solution qui fait l'unanimité. Vous avez toujours à gérer à la fois l'activité économique et la qualité de vie, les nouvelles technologies et la fracture numérique, le centre-ville et les périphéries, l'individu et la collectivité, l'éclairage et la sécurité, on l'a encore vu très récemment, les économies d'énergie et le confort, c'est ce que je vais vous montrer là. Dans la question, on voit bien que il y a des tensions entre le confort thermique et les économies d'énergie. Vous avez encore 38% des gens qui baissent le chauffage ou la climatisation afin de limiter leur confort. Donc, d'où quelquefois des impacts sur la santé qui sont nuisibles, et ça fait partie de toutes les tensions qu'il s'agit de gérer. Bon, et on pourrait les multiplier. Donc là, je vais vite. Sur la nature en ville, là maintenant, vous connaissez, ça fait partie de la TPA. J'ai pas pu m'empêcher de mettre une punaise de lit pour être au goût du jour, mais je pense que tu vois bien ce que c'est que la gestion des punaises de lit dans les instances d'environnement des villes. Et parce que s'ouvrir sur la nature, c'est aussi avoir une autre gestion, savoir que il suffit pas de mettre de la mort aux rats pour éradiquer les rats, il suffit pas de mettre les punaises de lit avec des tas de produits toxiques. Enfin voilà, il y a une gestion qui est beaucoup plus liée au concept One Health, qui maintenant se développe, surtout depuis la pandémie, où on voit que les deux sont en synergie et qu'on ne peut pas gérer la santé de l'homme sans gérer la santé de l'environnement. Bon, vous connaissez aussi tous les problèmes là, avec la ZAN d'artificialisation des sols, de la relation entre la ville et la campagne, la ville qui s'étend. Bon là, c'est les cartes de Lyon, je me suis arrêtée en 2010, mais ça continue, l'étalement urbain. Donc il y a tout un problème d'artificialisation des sols. Et on voit que justement 68% de l'artificialisation est due à l'habitat. Là, c'est la carte en violette, et que ça concerne pratiquement toute la France, d'où les enjeux. Et on voit aussi à la fois que c'est une gestion territorialisée des questions climatiques et que ça suscite beaucoup de réactions. Je reviens au concept de One Health que j'évoquais, et puis il faut ne pas oublier, comme l'a montré Stéphane, l'apport de la recherche et de la science. On pourra pas gérer les changements climatiques et la pollution sans des connaissances très précises, très pointues de tous les éléments du climat. On ne pourra pas gérer les villes sans l'apport du numérique. On voit bien combien on peut s'appuyer maintenant sur les téléphones pour des tas de choses. Voilà. Et il y a une demande d'expertise qui est de plus en plus grande, et aux différents niveaux de la métropole, une expertise très technique au niveau métropolitain qui justement essaye de faire passer les choses dans la planification, mais qui ne dispense pas d'une expertise beaucoup plus individualisée au niveau local. Pour ça, c'est l'expertise scientifique que vous connaissez. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner l'exemple de Chicago, que vous connaissez sans doute, où la gestion des canicules a montré que c'était les quartiers dont le fonctionnement social était le meilleur, indépendamment même du revenu, quand il y avait une solidarité et une bonne dynamique sociale, que les canicules étaient mieux gérées, qu'il ne suffisait pas de mettre des climatiseurs, qu'il y avait d'autres choses à faire. Ce qui revient aussi
a insisté sur les questions d'accompagnement, et là la PPA pourrait vous en montrer beaucoup d'exemples, parce que justement ce que montrait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'on peut donner des normes, on peut donner des objectifs chiffrés, mais après, voilà, il faut quand même un moment où on démontre aux habitants que c'est un plus pour eux, et que et à la fois qu'on les non seulement dans une pédagogie descendante, mais aussi que y ait une expression de la c'est tout le problème de la santé environnementale, hein, d'arriver, parce que la PPA d'ailleurs fait très bien avec ces deux grands travaux là sur les CMUI et sur FAIT, hein, à la fois d'avoir une connaissance très forte des questions scientifiques et très pointue sur le plan scientifique, et en même temps d'avoir une connaissance très poussée du contexte dans lequel les gens évoluent, pour essayer de faire le point avec des priorités éthiques de façon à ne pas tomber dans la manipulation. Et c'est là peut-être dans les négociations avec des réseaux de mesures qui sont souvent pilotés par des ingénieurs, il y a quand même une autre, l'accompagnement social, c'est autre chose qu'une application de normes techniques. Là, il y a peut-être des choses qui sont à... Alors là, bon, là je passe parce que la PPA pourrait vous parler pendant des heures des conseillers habitat, de la façon dont justement ils sont conseillés, et ils sont conseillers médicaux, donc avec une vision médicale, avec un apport scientifique, et en même temps qui essayent de voir ce qu'il faut faire, voilà. Donc voilà, donc je laisse 5 minutes à Lionel. Non. Simplement, c'est une conclusion. Il faut bien reconnaître d'abord que c'est un exposé qui est extrêmement partiel. Je veux dire, au sens où tout un ensemble de dimensions technologiques, économiques, sociales, politiques sont malgré tout largement absentes. Bon, il y a la question du contexte, on a parlé effectivement de la planification, etc. C'est-à-dire, il y a tout un contexte français dont il faut bien reconnaître les spécificités qui sont autant de barrières, autant de difficultés justement à des mises en œuvre qui seraient des mises en œuvre concertées. Il a été question donc de l'environnement. On peut dire qu'effectivement, il y a un déficit de compréhension de l'environnement en France parce qu'on n'a pas, disons, les bases à la fois psychologiques, sociales, historiques, culturelles pour véritablement appréhender, disons, l'environnement. Un point qui est essentiel et qui rejoint la question de l'environnement, c'est la question de la démocratie, qui est évidemment une question fondamentale du point de vue, alors, ça l'était déjà du point de vue de la qualité de l'air, mais c'est un problème qu'on a cherché à gérer plus ou moins techniquement, mais quand on arrive évidemment au climat, où l'ensemble du système collectif, social, économique sont pris en considération, la question de la démocratie devient fondamentale, c'est-à-dire comment conjuguer une axiologie forte à un certain niveau, des transformations majeures, et en même temps le respect des libertés, le respect des choix individuels, le respect de l'intelligence individuelle, de la capacité individuelle à agir comme un individu autonome, etc. De ce point de vue-là, et il y a quelque chose qu'on comprend assez mal en France, disons, il y a une congruence entre environnement et démocratie. C'est-à-dire que l'environnement en lui-même est aussi porteur d'une dimension qui est une dimension démocratique, dans la mesure où l'environnement considère l'individu, que ce soit l'individu vivant, humain ou bien l'animal, comme une entité autonome, une entité indépendante, et une entité qui est en relation avec un monde, avec un univers dans lequel il reste une entité complètement autonome, disons. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. En France, on a beaucoup de difficultés à comprendre, justement, cette question d'autonomie du vivant, mais l'apport darwinien est celui-là, c'est-à-dire que le vivant est fondamentalement autonome, que ce soit un chat, un chien, que ce soit une latte, ou bien que ce soit un être humain. Je veux dire, et tout un ensemble, tout un système de valeurs, disons, est construit, alors, dans le monde anglo-saxon largement, autour, justement, de cette notion de liberté individuelle, etc.
Voilà, bon, après, la question, évidemment, l'articulation au réseau planétaire, etc. Bon, le changement de culture, là aussi, évidemment, on ne peut que, on ne peut pas sous-estimer l'importance de la transformation collective massive à laquelle on va être conduit, disons, à tous les niveaux, et de ce point de vue-là, les choses s'amorcent très très lentement, très progressivement. Bon, je pense qu'il y a une nouvelle visibilité, disons, du devenir qui doit s'opérer à travers justement l'appréhension collective de la réflexivité nouvelle qui vient justement de la connaissance du climat, de la connaissance de l'écologie et justement d'une vision interactive qu'on peut avoir avec le monde, avec les êtres vivants, aussi avec la technique, etc. Voilà. Donc je vais arrêter là parce qu'on pourra en parler très longtemps. Mais...